sommes allés voir une société de chasse comme il y en a 1000. Mais y a-t-il toujours autant d'amitié entre les chasseurs, d'autodiscipline, de respect du gibier et d'amour des chiens? Retour avec Jean-Luc qui est parti sur une nouvelle traque. Sans Sasse-sur-la-Brèche, d'aéroport en hôtel, il passe tout son temps à pister les stars. Il ne se déplace jamais sans un arsenal impressionnant. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Je viens de les trouver. Chambre 109, elle m'a dit. Ça y est, on les a trouvés. On fonce sur zone et on te tient au courant. Rappelle-nous, ciao. La chanteuse française est bien là. Ils ont même maintenant son numéro de chambre. Elle est assise à quelques mètres, en plein milieu du parc. Les chasseurs sont en poste et arment leurs carabines. Putain, merde! Mais c'est déjà trop tard. Elle s'est barrée. La star s'est déjà volatilisée. Ils ont loupé la bête. Ça va aller? Mais ça va sûrement retirer. Hein. T'as vu quelque chose? J'ai vu un chevreuil. Un chevreuil, c'est tout. La meute est en défaut. Il va falloir relancer sur une bonne voie. Mais quelques minutes plus tard, les affaires reprennent. Cette fois, c'est l'ex-Miss France. Elle est au bord de la piscine. Jean-Luc va la mitrailler. 47 photos. 2 célébrités sur leur tableau de chasse. La journée a été bonne. Ils ont décidé de me mettre à mort, quoi. Et je trouve que c'est monstrueux. C'est dépouilleux, c'est des merdeux. Il y a un rédacteur en chef qui rentre, il dit alors cette semaine tu me la défonces, hein, tu me la tues, tu me la mets au soleil avec des machins, des trucs. Ils ont pas de figure, ils ont pas d'âme. De la con. Salut à tous, si vous voulez passer 2-3 jours avec Mélissa Theriot, pas de problème, vous allez sur Paris Première. Mais si vous voulez la voir tout de suite, vous restez avec nous, elle est dans Plus Clair. Elle nous dira pourquoi elle semble s'éloigner de l'info. Il fait enfin sa rentrée sur TF1 avec un jeu, un contre 100, une émission, Langue de VIP et une presse people déchaînée. Benjamin Castaldi est notre invité. Dans Plus Clair également, comment l'abbé Pierre a su utiliser les médias au profit de sa cause, les nouvelles nominations au CSA, la valse des directeurs de programme à France Télévisions, les émissions de télé-réalité qui pourraient débarquer en France et le renouveau des émissions politiques où le téléspectateur a son mot à dire. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussard et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, atmosphère sacrément polluée entre Nicolas Hulot et TF1. Il semblerait que sa collaboration avec la chaîne est un peu de plomb dans l'aile. En cause, son engagement politique. D'après Le Monde, lorsque Nicolas Hulot a fait savoir en novembre qu'il envisageait de se présenter à la présidentielle, Patrick Lelay, le gentil patron de TF1, serait à son tour passé au vert. Une grosse colère, une menace de licenciement, puis une mise en disponibilité avec suspension de salaire depuis le 1er janvier. Des tensions qui se seraient atténuées depuis son renoncement. Pour autant, impossible de savoir si Nicolas aura envie de rester sur TF1. Chaîne pourtant très écolo, avec confessions intimes qui à chaque fois sort les poubelles et pratique l'éco-recyclage avec toujours les mêmes sujets. Mais parce que tu fais chier là! Je t'ai servi ton café, alors ne m'emmerde plus! Numéro 4, un nouvel habillage sur iTélé dès le 5 février avec encore plus de triangles. Du noir, du bleu, mais aussi du rose. En fait, il n'en manque qu'un. Quant à la nouvelle musique Déception, on aurait préféré qu'elle soit là aussi dans la thématique triangle. iTélé change donc d'habillage. Quant à France 2, il devrait changer d'habilleuse. Vu la dissimulation très discrète du boîtier micro de Nathalie Riouet samedi. Qui va se décaler vers le sud-est avec de faibles pluies. C'est bien, on ne voit rien. La prochaine fois qu'il essaie plus de cacher l'émetteur, qu'il joue la transparence. Qui va se décaler vers le sud-est avec de faibles pluies. Numéro 3, bientôt 2 soirées les experts, 2 jours de suite sur TF1. Il faut qu'il soit cinglé. Ce sera les 13 et 14 février, jour de la Saint-Valentin. Bien vu, c'est tellement romantique cette série. Il a dû se vider lentement de son sang et mourir. En face des experts, le soir de la Saint-Valentin sur France 2, une spéciale présentée par Olivier Mine, accompagnée d'une novice en télé, Virginie Guillaume. Au menu, rien que des chansons d'amour. Alors espérons qu'ils recruteront chez Pascal Sevran, qui a les meilleurs crooners. L'amour, ça fout le camp. Bah et forcément, à force d'hurler comme ça... Ma vie. Cela dit, il n'est pas le seul à avoir besoin d'exhiber sa dentition dans cette émission. Elle, par exemple, elle ouvre si grand la bouche qu'on a l'impression qu'on lui a demandé d'avaler. Le monde entier.
Numéro 2, Michel Bernier, bientôt animatrice sur France 2. Elle présentera le 15 février 23h15 une émission intitulée « Vive la France !» Alors ce soir, je suis comme vous, une Française, confrontée aux problèmes de notre société et qui se pose des questions. Objectif de l'émission, mesurer les handicaps et les atouts de la France dans un monde en pleine mutation. Il a bien changé le monde ces dernières années. Bon, enfin pas tant que ça. Il y a quand même des choses qui ne changent pas et qui ne changeront jamais. Par exemple, la Sophie de 2007, elle a toujours autant le feu sacré qu'hier. Ce livre s'intitule Jeune fille, il est paru chez Gallimard et c'est le choix de Jacques Sancel. Numéro 1, Coé, Laurent Boyer et Valérie Damido, Madame Déco, designer de voitures. C'est parti. Allez. Un célèbre constructeur automobile leur a demandé de relooker chacun une voiture qui sera mise en vente aux enchères sur le net au profit d'une œuvre caritative. La voiture de Lolo Boyer est évidemment étoilée. Le véhicule de Coé, c'est celui-ci. Mais la voiture que vous attendiez le plus, c'est celle-ci. Celle relookée par Valérie Damido. Ça te plaît? Bof. On ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose dans l'esprit de vos relookings d'appart. Avantage, cela dit, de la voiture d'Amido, elle est équipée d'une alarme redoutable. L'ensemble des médias en France, aussi la presse étrangère, ont rendu hommage à l'abbé Pierre cette semaine. La personnalité préférée des Français avait su utiliser au profit de sa cause le système médiatique. Décryptage avec Christelle Rebière. Hier matin, l'hommage national fut très médiatisé. Depuis plus de 50 ans, l'abbé Pierre aimait les médias et le lui rendait bien. Depuis ce jour de février 54 et de son appel lancé sur Radio Luxembourg, l'abbé Pierre n'a plus jamais gardé pour lui ses colères. Il savait au départ être très intériorisé, très silencieux et progressivement monté dans une énergie, une puissance charismatique qui faisait que du coup ça devenait extrêmement impressionnant de l'écouter. Donc il avait un sens assez théâtral de sa parole. Les travaux sont arrêtés, le restaurant ne peut pas fonctionner, on ne peut pas héberger des mamans et des gosses qu'on croise dans la rue et qui crèvent. Et tous les moyens étaient bons pour trouver de l'argent pour les plus pauvres. En 1952, il participe à un jeu avec Zapimax sur Radio Luxembourg. Voulez-vous me citer 3 œuvres de Malraux? Les conquérants, la condition humaine, l'espoir. Il empoche 256 000 francs. 30 ans plus tard, il s'invite sur les plateaux télé. Il m'a téléphoné et je lui ai dit « Venez, le théâtre vous attend et le public vous espère ». Chacune de ces apparitions est un événement. L'abbé Pierre devient le personnage préféré des Français parce qu'il nous donne bonne conscience. C'est le petit emblème, une fenêtre avec un rayon de soleil que les compagnons ont voulu faire. En fait, il était humain aussi, dans sa capacité de bégayer, de ne pas être toujours performant. Je pense qu'il y avait une forme d'identification, une identification qui renvoie à l'idéal que nous avons chacun en nous de ne pas être qu'égoïste. Ça se pique comme une légion d'honneur. Mais l'insurgé des pauvres sera surtout l'apôtre du tapage médiatique et il ne se laissera jamais faire, comme ce jour où une chaîne de télé refuse de l'interviewer avec l'une de ses collaboratrices. Il me prend par le bras au studio, il me dit on s'en va. Et donc on commence à sortir théâtralement, c'est vrai, très théâtralement. Et bien sûr le directeur est descendu au courant, est arrivé à dire il n'y a pas de problème, on met une deuxième chaise, ça s'est arrangé dans les 2 minutes. Et l'abbé Pierre s'est penché vers moi avant qu'on commence, il m'a dit je savais que ça se terminerait comme ça. Et le rebelle ne laissait rien au hasard. C'était une marque. Il avait la canne de Chaplin, j'allais presque dire la robe noire d'Edith Piaf. C'est un peu ça, dans sa soutane. Son béret basque, symbole de la francitude. Donc, son corps lui-même résumait son action. Jusqu'au bout, l'abbé Pierre et les médias auront formé un couple efficace. Lundi soir, 3,5 millions de personnes ont suivi les Guignols, meilleur score depuis 7 ans. C'est qui dit, mais t'es pas possible, depuis le début de ma vie. Moi, j'attends ce moment de rencontrer Dieu, et je tombe sur quoi? La plus grosse tête de con que j'ai jamais vue. Mélissa Thuriot sur M6 dans Zone Interdite, Mélissa Thuriot dans la presse, Mélissa Thuriot depuis aujourd'hui sur Paris Première, dans 2-3 jours avec moi. Qu'est-ce qui fait courir Mélissa? Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci d'être là. Alors, une nouvelle émission qui s'intitule sur Paris Première 2-3 jours avec moi. Évidemment, 2-3 jours avec vous, personne ne peut refuser une telle invitation, n'est-ce pas? Oui, on est en fausse invitation puisque je pars pas vraiment, mais on a en tout cas de bons retours et de jolis invités de plein de milieux qui ont accepté déjà pour ces premiers numéros. Et qui permet de découvrir une ville d'une façon un peu différente et un invité aussi d'une façon un peu plus décalée et plus intime. C'est une émission qui était dans le package de M6 lorsque vous êtes arrivée? C'est une émission que j'ai réussi à négocier aussi. J'avais parlé de cette envie que j'avais assez écrite à Jacques Expert,
qui m'avait écouté. Ça tombait bien, il y avait aussi une envie de petit magazine de voyage sur la Casarde de vie de Paris Première. Donc les deux envies se sont rencontrées et c'était évidemment conciliable avec Zone Interdite sur M6. En tout cas, on vous retrouve avec votre première invitée qui est Elsa Zilberstein et qui aime tout particulièrement New York. Central Park, c'est 340 hectares au milieu de Manhattan, 4 km de long, 800 mètres de large, où on va se perdre. C'est 20 millions de visiteurs par an. J'ai lu ça. Vous y allez pour le sport, on a vu une séance, ou bien plutôt pour vous y balader? Je me balade, j'ai eu des souvenirs de patins à roulettes mémorables où je tombais par terre. Vous semblez très à l'aise dans ce registre, Mélissa. Le magazine, c'est ce qui vous plaît vraiment? Oui, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir humainement, à pouvoir mener des interviews, à pouvoir aller dans la découverte. Là, c'est un luxe qui m'est offert d'avoir une vingtaine de minutes, en tout cas, de plateau, où on arrive réellement à créer une ambiance et à découvrir une personnalité, puisqu'on est hors promo. Donc c'est vraiment sympa. Là, je revois les images d'Elsa qui vient pas vendre de film. Jean d'Ormesson, samedi prochain, ne vient pas vendre de livres. Donc on est vraiment dans la découverte. On les plonge dans l'émotion et dans les souvenirs. Donc c'est un très joli rendez-vous. J'ai beaucoup de plaisir à le mener. Avez-vous le 5 janvier regardé Anne-Sophie Lapix sur TF1 pour sa première fois aux 20h? Et est-ce que vous vous êtes dit à un moment, merde, ça aurait pu être moi? Non, j'étais au soleil en train de récupérer et de reprendre des forces pour ma rentrée. Donc je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle a été évidemment brillante, à la hauteur, et que c'était un très bon journal, comme ça l'est toujours sur TF1 à 20h. Donc, Qu'est-ce que vous redoutiez le plus dans le fait d'arriver à TF1? Est-ce que c'était la pression de l'extérieur, la difficulté de l'exercice? Vous pensiez que vous n'aviez pas assez d'expérience à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a en fait inspiré ce nom? J'avais pas envie et j'en ai toujours pas envie. Je pense qu'il y a un ordre des choses, il y a une logique aussi. Il y a des armes à faire. Je trouve les Américains un peu plus, non pas intelligents, mais logiques là-dessus, qui est d'accéder peut-être à ce métier de présentateur d'un 20h extrêmement exposé, non pas en fin de carrière, mais après avoir fait ses armes, après avoir fait du terrain, après avoir fait du magazine, après avoir reçu des tas de gens, et après s'être nourri. Donc arriver à 28 ans, après 2-3 petits ans de journaux, et être là-dessus, qu'est-ce qu'on espère après? Enfin, je compare à une Coupe du Monde de foot, il y a des tas de choses à faire avant. Alors c'est une place très convoitée. Et j'ai envie, moi, à mon âge, et avec ma petite expérience, de continuer mon chemin et de construire, de savoir faire du magazine, de partir faire des sujets, ce que j'ai fait déjà un peu sur M6 et que je compte faire sur Paris Première. Donc voilà, la route est longue. Jean-Claude Dacier dit que si vous avez refusé TF1, c'est que vous n'êtes pas accro à l'info. Oui, mais là, vous reprenez les propos de Jean-Claude Dacier, il en pense ce qu'il veut, et c'était peut-être qui était votre patron sur LCI. Oui, c'était sa façon aussi d'avaler, et Jean-Claude a été extrêmement déçu que l'aventure n'aille pas plus loin. Moi aussi, parce qu'on aurait pu continuer à faire de l'info réellement avec ce plaisir-là. Ça ne s'est pas fait parce qu'un refus entraîne aussi d'autres choses et d'autres choix. J'ai fait le bon, vraiment, je trouve que c'est une très belle logique et c'est une autre expérience. Et j'ai vraiment le sentiment de rester dans l'info aujourd'hui. Anne-Sophie Lapix disait dans VSD que, en fait, lorsqu'elle a rejoint M6, elle a passé beaucoup de temps à donner des interviews, à répondre à la presse, et qu'en fait, je la cite, elle l'a dit à un moment, je passais quasiment toutes mes après-midi à faire des interviews pour assurer la promo de mes émissions, ce qui signifie évidemment qu'elle n'était pas aux manettes sur Zone Interdite, c'est-à-dire dans la composition des reportages et puis la décision aussi de ce qui allait se trouver dans l'émission. Non, je crois pas. On passe beaucoup de temps à faire des interviews, c'est vrai. Je le confirme. J'arrive sur cette chaîne depuis plusieurs mois. Je refuse aussi beaucoup de choses. Donc mais on vous voit énormément, Mélissa, quand même, vous en êtes consciente. Oui, c'est une demande d'M6 d'ailleurs. Sur certains supports, oui. Puis il y a une nouvelle émission qui se crée sur Paris Première et je suis ravie moi-même d'être invitée pour en parler parce que c'est un beau cadeau qui m'est fait aussi. On a évidemment moins de temps aux manettes de Zone Interdite. C'est bien pour ça que je ne veux pas multiplier les responsabilités et j'ai le sentiment réellement d'y passer mes semaines, mon énergie, mon regard aussi sur le choix des sujets. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec... Toujours pour citer Anne-Sophie Lapix, elle dit que les reportages sont décidés 6 mois à l'avance et qu'en fait il n'y avait pas un travail monumental, que c'était 2 jours d'enregistrement par mois. Mais effectivement, les uns et les autres se posent la question de savoir si vous allez revenir à l'info un jour, si en fait c'est pas complètement autre chose qui vous intéresse que le journal, qui semble être un Eldorado pour beaucoup.
C'est pas le mien. Et on délocalise beaucoup l'émission, donc je suis pas certaine aussi Zone Interdite continue d'évoluer. Donc on n'est pas en plateau à lire un prompteur et c'est réellement un travail de fond qui demande beaucoup de temps. D'où cet hebdomadaire sur Paris Première qui donne un emploi du temps maximal, en tout cas dans mes capacités et mon envie de faire bien les choses. Donc voilà, je fais pas de JT, je fais Zone Interdite à part entière comme présentatrice et co-rédactrice en chef. Est-ce que vous ne seriez pas aujourd'hui un peu piégée par votre beauté ? J'ai peut-être une suspicion, une suspicion en se disant, est-ce qu'elle c'est de la poupée qu'on met en avant parce que Mélissa fait vendre, ou en fait on cherche à savoir s'il y a un fond de journaliste maintenant ? Écoutez, si c'est votre sentiment, j'ai pas du tout mais moi, ce je regard. Je fais l'écho d'une perception. Oui, non, je crois que c'est une chance. Je crois que j'arrive à mener, en tout cas à décider réellement de mon avenir, ce que j'ai envie de faire. J'y arrive plutôt bien jusque-là. Je suis comblée, en tout cas dans l'exercice et les responsabilités qui m'ont été confiées. Donc ça reste complètement anecdotique. Moi, je ne vais pas voir ces papiers, donc ça m'amuse si vous m'en parlez, mais voilà. Étienne Moujotte a déclaré cette semaine sur Internet que la porte de TF1 vous était toujours ouverte. Alors rassurez Anne-Sophie Lapix, ce n'est pas la porte du 20h. Non, elle peut être rassurée, tranquille. Bon, en tout cas, on voit que vous êtes très épanouie. Merci Mélissa d'être venue sur le plateau de Plus Clair. À partir de la semaine prochaine, les chaînes hertziennes se lancent en campagne avec des émissions spéciales présidentielles et une constante, l'utilisation de téléspectateurs pour interpeller les candidats. La télécratie, une enquête de Marie-Laurence Rincé. Je suis obligé de travailler pour financer mes études. Qu'est-ce que vous faites comme boulot ? En fait, je travaille au noir. Au noir ? Donc, Pourquoi ? Pas de détails. Inviter des Français face aux hommes politiques, c'est une assurance quasi garantie contre la langue de bois. Pour cette campagne présidentielle, TF1, France 2, France 3 et France 5 ont donc décidé de mettre l'électeur au cœur de leur dispositif. Tout le monde a compris que le héros, c'est l'électeur, que le héros, c'est la société civile, et qu'en fait, peut-être pour la première fois depuis 1965, depuis l'élection du président au suffrage universel, c'est la première fois qu'on regarde les électeurs, qu'on regarde les préoccupations des Français, comme qu'on regarde les Français s'exprimer. Et dans ce domaine, à chacun son style, il y a 2 ans, TF1 avait placé 83 jeunes face à Jacques Chirac pour débattre de la Constitution européenne. La chaîne récidive en février avec « J'ai une question à vous poser » et convoque 100 électeurs recrutés par la Sofres et censés représenter la société française. 100 personnes qui interpelleront les candidats à la présidentielle. Nous ne faisons pas un travail de casting. TF1 nous a bien spécifié notre mission. Toutes les questions seront permises. TF1 ne veut pas savoir qui sera présent, quelles questions vont être posées. C'est pas l'objet. Donc la discussion sera, je crois, très libre, avec une part de surprise. Dans un tout autre genre, France 5 suivra mois après mois la campagne à travers 6 familles placées sous l'œil des caméras jusqu'au 2e tour de l'élection. Mais toi, au premier tour, en 2002, t'avais voté Jospin. Une présence médiatique qui devient même parfois moteur dans le suivi de la campagne. Je reconnais que ça m'a motivé à la campagne électorale, parce que finalement, moi qui regardais la campagne d'un œil un peu distrait, là finalement, j'achète les bouquins, je lis la presse, je m'intéresse. Ça va être chaud la campagne tous les deux. Hein. Ça va être simple, on va se marrer. Pourquoi ? Parce que chacun va amener ses arguments chocs. À vous de juger, confirme également sa formule de mettre les Français sur le devant de la scène. Une façon peut-être de les intéresser de nouveau au débat. C'est sans doute aussi la leçon tirée des précédents scrutins. Il y a eu la présidentielle, il y a eu le référendum européen. Il y a eu cette espèce de sentiment que beaucoup de Français, une majorité de Français, a voulu donner une gifle à tous ceux d'en haut. Et il y a du coup une espèce de volonté, un peu d'humilité, beaucoup de marketing aussi, à se dire on va leur donner, en apparence au moins, satisfaction. D'abord envie de dire que j'ai trouvé très beau ce que vous avez dit. Oui, mais ça, la démagogie des politiques... Écoutez, c'est pas de la démagogie, soyez gentils. Des Français friands de débats qui n'hésitent plus à bousculer les hommes politiques quand on leur tend le micro, mais qui restent souvent sur leur faim à la sortie du plateau. Dans leur attitude avant émission, après émission, c'est surtout à ce moment-là qu'on sent très bien qu'on ne fait pas partie du même monde. Et je dirais, même pas un bonjour, même pas au revoir, les gens n'existent pas. C'était une plaisanterie, chacun l'a compris. Ça me fait rire, moi ça me fait pas rire. C'était pas un débat. Un débat, c'est question, réponse. C'est chacun son tour. Et là, c'est pas un débat, puisque
Il y a le professeur au centre, nous dans les gradins, comme dans un amphithéâtre. Nous, on sait rien, mais en face, il y a monsieur le président qui sait tout. Ce n'est donc pas forcément la formule magique pour faire que les Français renouent avec leurs hommes politiques. Elle ferait même regretter à certains le bon vieux débat télé d'autrefois. On pourrait aussi imaginer, après tout, que les grandes émissions politiques puissent aussi se faire de temps en temps avec des grands journalistes politiques. Les journalistes politiques faisaient leur métier et après tout, ils savaient le faire, ils savaient de quoi ils parlaient, ils savaient poser une question, relancer si l'homme politique ne répondait pas ou était à côté de la plaque. Il me semble que ça serait bien aussi de refaire ça de temps en temps. Une pratique qui pourrait réapparaître, mais probablement pas avant le débat, si débat il y a, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Julien Dugast, bonjour. Bonjour Florence. On vous retrouve pour de nouvelles indiscrétions. On débute tout de suite avec Jean-Luc Reichmann, qui prend la relève de Michel Chevalet. Oui, monsieur Attention à la marche travaillerait actuellement sur un prime time pour TF1. De quoi s'agit-il ? Eh bien, a priori d'une émission de vulgarisation scientifique qui répondra à des questions essentielles. Pourquoi le mélange bonbon à l'amande, boisson sucrée américaine est-il si explosif ? Pourquoi diable une ampoule s'allume-t-elle lorsqu'elle est posée dans un micro-ondes en fonctionnement ? Comment une fourmi peut-elle résister à un saut de 800 mètres ? Voilà à quoi répondra ce prime. Mais me direz-vous, où vont-ils chercher tout ça ? Eh bien, au Japon, très à la mode en télé en ce moment, où ce programme cartonne depuis 2002 sous le titre Fountain of Trivia. Traduction approximative, une avalanche de questions. Et pour les gourmands qui veulent voir à quoi ça ressemble, allez hop, tout de suite, c'est cadeau extrait. 消しゴムを急激に冷やすと爆発する。Oui, je vous avais pas prévenu, mais en plus c'est drôle. Après l'Inde, Stéphane Bern pourrait bien visiter les pyramides. Oui, on vous a déjà parlé de l'émission anthropologique de Stéphane Bern qui sera diffusée en prime time pour France 2. Il revient d'Inde et, a priori, fin février, début mars, il sera en tournage en Égypte. L'Eurovision, ça se précise. Plusieurs noms ont circulé sur la présentation des sélections françaises de l'Eurovision. A priori, ce ne sera ni Michel Drucker ni Patrick Sébastien. On devrait retrouver Monsieur Question pour un champion, Julien Lepers, aux commandes de cette sélection. Heroes plus fort que Jack Bauer, impossible. Ça vous embête. Hein. Cette semaine marquait le retour des séries cultes aux États-Unis après la traditionnelle pause de mi-saison. Prison Break, Desperate Housewives, 24 heures, Heroes, ils étaient tous de retour. Le duel attendu, évidemment, c'était 24 contre Heroes. Les deux séries étaient diffusées en même temps lundi soir à 21h. Résultat, Heroes sur NBC a fait 400 000 téléspectateurs de plus que Jack sur Fox, accident de parcours pour 24, où lassitude des téléspectateurs a vérifié. Ce qui est sûr, c'est qu'Heroes sera diffusé sur TF1 en septembre. Et pour les impatients, c'est cadeau, là aussi, tout de suite, un extrait. D'après Hollywood Reporter, la série comptera très prochainement un nouveau comédien, Eric Roberts. Ça ne vous dit rien, sauf que c'est le frère de Julia Roberts. Merci Julien Dugast, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et tout de suite, le bloc-notes d'Éric Dussard. Les Energy Music Awards samedi dernier, 8e du nom et une première place des audiences. 6,5 millions de téléspectateurs pour cette cérémonie où manquait un prix. Celui de la meilleure prestation technique pour le live de Nelly Furtado. Une version très sympa, mimée. Un problème de son qui aurait sans doute été plus judicieux au moment de la chanson de Michael Youn. Vous savez qu'il a en ce moment un titre d'une grande poésie, nécessitant des bips dans le clip. Je mettrai ma cagoule sur le pour pas me geler les espèce de fils de... Mais aussi lorsqu'il avait fait un live à la Starac. Je mettrai ma cagoule sur pour pas me geler les espèce de fils de... Eh bien pour les Energy Music Awards, cérémonie classe, il s'est apparemment dit qu'il ne pouvait pas se permettre de jouer ce passage. C'est pourquoi il a enlevé les bips. Je mettrai ma cagoule sur le cul pour pas me geler les couilles, espèce de fils de... Mais qu'est-ce qu'il faut que je foute? Alors, bourde de la prod qui aurait oublié les bips ou pétage de plomb de Michael Youn, toujours est-il qu'on a eu le droit au final à 20 secondes d'une grande élégance. Me gratte, on me frottit dans la chatte à la merde. En fait, TF1, ce sont de gros rebelles. Hein. J'ai les couilles, c'est... Stéphanie Renouvin, trop contente de reprendre du service à la présentation du journal d'en aparté lundi. Elle qui a passé ses 6 mois de congé maternité à se faire en permanence des flashs pour elle, pour le plaisir. Flash pour le jour, flash pour la nuit. Et enfin lundi, c'était donc pour de vrai. Enfin du moins, c'est ce qu'elle croyait. Et je vous propose d'écouter Nicolas Hulot lors de la conférence de presse ce matin. Ça, elle pouvait toujours proposer, ça ne coûte rien. Non, nous n'écouterons pas donc Nicolas Hulot, en tout cas pas pour l'instant. Pauvre Stéphanie, elle avait... Elle a dû stopper net son journal au bout de 2 minutes 45 seulement.
On a un énorme problème technique dans le journal. Voilà, je commence bien mon retour. Pascal, je vous rends la parole. Résultat, les chroniqueurs ont dû rentrer, eux, comme des tornades. Sacré bug aussi dimanche dernier chez Fogg, où l'on a bien cru que Nicolas Sarkozy avait décidé de faire du grand tube de la grande Sandy Valentino son hymne de campagne. Mais pourquoi nous 15 pourquoi en 50 minutes, car Nicolas le sait, s'il obtenait le soutien de Sandy Valentino, ça l'aiderait beaucoup dans sa campagne. C'est pas rien. Décidément, téléfoot avec Thierry Gilardi. C'est du solide, c'est du sérieux. Meilleure performance depuis la rentrée pour le magazine dimanche dernier. 3,5 millions de téléspectateurs pour cet homme si juste à 5 reprises. Ah bah tiens, justement, Colo. Justement, je vais vous parler formation, justement. Justement, ça tombe bien. Et puisqu'on est sur la pelouse... Justement, ça tombe bien. Puisqu'on y reste, avec Carole Rousseau et Jean-Pierre Pernaut, vert gazon après le score très moyen de leur émission de vendredi dernier, en dépit de leurs efforts sur les transitions, comme on a pu le constater après le sujet sur la greffée du visage. La première greffe complète de visage au monde, elle pourrait avoir lieu dans les prochains mois. On continue avec la catégorie les nouveaux visages de 2006. Alors, quel est leur secret pour écrire un truc pareil ? C'est l'herbe, c'est l'outil de travail. Julien Lepers, lui, c'est encore autre chose. Son truc, apparemment, c'est l'hélium. La preuve par 11 lundi soir. J'ai compris. Allez Valérie, ça c'est la classe avec un pur. Joyeux anniversaire Manuel. Sympa. Vous auriez dû faire toute l'émission avec une voix de ce genre. Alors mes amis, un très grand bonsoir à chacune et à chacun. Beau succès pour cette spéciale campus, suivi par 17% du public. Quoi ? 4 300 000 téléspectateurs, sans doute choqués par un juju aux mots parfois très équivoques. Fallope, code, fallope. Oui, ça va pas de parler comme ça, vous connaissez le profil type de votre téléspectatrice ou quoi ? C'est une vieille, très vieille. Pas seulement, il y avait aussi beaucoup de jeunes venus lundi soir voir cette compète d'étudiants, parmi lesquels une grande star, Agathe. Agathe, quel âge avez-vous, Agathe? Agathe. Un prénom cité 29 fois en 16 minutes, sans doute parce que Juju essayait de nous dire autre chose. Agathe. C'est vrai que le power, il l'avait bien lundi. 1, 2, 3. Et encore, il a fallu le retenir. Il voulait aussi aller nager dans la Seine. On y va, on se jette à l'eau. Une toute nouvelle émission sur M6 mardi soir, 10 pièges à éviter et un dans lequel ils sont tombés à 7 reprises. Celui du fameux suspense survendu à coup 2. Seulement voilà. 4 300 000 téléspectateurs, le programme est arrivé 3e de la soirée. Bref, en apparence, le bonheur total. Seulement voilà. On en connaît deux qui ne doivent pas être très contents de cette émission anti-arnaque. Lui, je le confirme. Et Elton John qui pourrait attaquer M6 pour contrefaçon. Mac, faut arrêter d'essayer de nous faire passer pour Elton. Là, on a vraiment l'escroc dans toute sa splendeur. En revanche, pas d'arnaque samedi dernier dans le 400e épisode de Sous le Soleil. C'est bien Thierry Beccaro, le vrai Monsieur Motus que l'on pouvait retrouver. D'ailleurs, il a été démasqué. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Thierry incarnait un personnage bien loin de son jeu quotidien, encore que on avait parfois l'impression qu'il nous parlait de ses 16 dernières années à la présentation de Motus. Et je vais t'avouer une chose, mon travail ne m'amusait pas. En revanche, malheureusement, aucune petite touche de Motus dans son jeu d'acteur. Ça aurait pourtant été très sympa. Une boule noire de plus, Jacqueline. Sans surprise, Michel Boyon a donc été nommé à la présidence du CSA par Jacques Chirac. Le journaliste Rachid Arabe a également été appelé à rejoindre les 9 sages. Une composition très à droite qui fait grincer des dents l'opposition. L'indépendance du CSA est-elle en péril ? Vous donnez le sentiment que les personnes sont liées et dépendantes des personnalités qui les ont nommées. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on pose la question de l'indépendance. À partir du moment, oui, justement, donc l'indépendance, ça se prouve tous les jours. Cette semaine, Dominique Baudis passait le relais à Michel Boyon, ex-directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Des sages nommés par l'Élysée, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Désormais, au CSA, 8 sages sur 9 sont apparentés à droite. Nous n'avons pas aujourd'hui mis en place les outils pour un contrôle démocratique des moyens audiovisuels et de la presse. Il y a donc atteinte au pluralisme.
les médias jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la démocratie. Donc, assumons cette responsabilité, donnons-nous les moyens non pas de contrôler, mais de réguler ensemble pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Pourtant, pour éviter la polémique, Jean-Louis Debré a nommé un homme étiqueté à gauche, Rachid Arabe. Peine perdue si toute la classe politique reconnaît le professionnalisme du journaliste de France 2. Certains parlent d'une nomination alibi. Je vais appliquer dans mon nouveau rôle ce que j'ai appliqué dans mon rôle de journaliste. Une neutralité, une impartialité. Donc je vais rentrer dans aucune polémique. Je vais simplement dire une bonne fois pour toutes, j'espère, je ne suis l'alibi de personne. L'année dernière, le CSA avait demandé aux chaînes plus de diversité sur leurs antennes, un précepte qu'ils viennent d'adopter par cette nomination. Rachid Arabe devient également le premier sage issu de l'immigration. Je me réjouis d'autant plus que le club a œuvré pour que le CSA s'ouvre à la diversité. C'est beaucoup plus facile de donner des leçons quand on se l'applique à soi-même. En période électorale, le CSA reste donc le centre de toutes les attentions. France 2 cherche un nouveau présentateur pour son émission dominicale J'ai rendez-vous avec vous. Demain midi, vous pourrez découvrir un best-of. Juste après la pub, le zapping et un invité, Benjamin Castaldi, qui fait enfin sa rentrée sur TF1. A tout de suite. Plus clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. Remue-ménage à France Télévisions. La semaine dernière, le directeur des programmes de France 2, Jean-Baptiste Jouy, a été viré. C'est une fonction très éphémère sur le service public qui a tendance à changer souvent d'homme. Pourquoi ? Julien Dugast répond. Du rififi à France 2 depuis le 23 janvier, le directeur des programmes Jean-Baptiste Jouy a été écarté pour avoir mal négocié le virage éditorial de la chaîne au sein de France Télévisions. Son remplaçant, Éric Stemlen, est un proche du numéro 2 de la présidence, Patrice Duhamel. L'occasion d'un constat, la durée moyenne d'exercice de ce poste à France 2 est de 1 an et demi. À ce niveau, on peut parler de poste fusible, vérification avec des experts qui ont occupé cette fonction. En France, et alors en particulier à France Télévisions et en particulier à France 2, c'est on commet en permanence l'erreur de virer les gens au moment où ils devenaient compétents. Dans le privé, on voit que les managements sont extrêmement stables. Le management de TF1 est là depuis plus de 20 ans. Celui de M6 est là depuis l'origine de la chaîne. Je veux dire, le fait de changer sans arrêt, à chaque fois on recommence tout, ça déstabilise les équipes, ça déstabilise les téléspectateurs, etc. Voilà, ça c'est le manque de sang-froid typiquement français. Et il faut dire que directeur des programmes à France 2, c'est loin d'être une sinécure. Première difficulté, respecter le strict cahier des charges culturelles du service public. Quand on entre pour être directeur des programmes, on sait qu'on ne va pas y passer 10 ans. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des animateurs stars l'ont toujours refusé. On l'a proposé à certains, ils ont toujours eu la sagesse de dire jamais. L'air est plus vif sur France 2. C'est la pression du résultat, c'est la pression de la qualité, c'est la pression de tous ceux qui donnent leur avis, depuis les observateurs dans la presse, dont vous faites partie, des politiques qui évidemment ont toujours un avis sur la télévision, de service public en particulier, etc. Donc c'est une équation qui est à peu près impossible à résoudre. Deuxième difficulté, faire du chiffre. Depuis Noël, les audiences de France 2 sont passées sous la barre des 19% avec un 17,5 qui a dû accélérer le départ de Jean-Baptiste Jouy en janvier. Jean-Baptiste Jouy à qui on a aussi reproché de ne pas jouer le rôle de la complémentarité des chaînes du groupe France Télévisions. C'est la troisième difficulté du job. À France 2, ou à France 3 d'ailleurs, le rôle de directeur des programmes est d'autant plus difficile qu'il faut une harmonisation entre les chaînes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir effectivement sur France 3 la même émission de variété que sur France 2. Donc il faut en plus se différencier. Bref, avec ces paroles d'anciens, on a franchement envie de souhaiter plein de courage à Éric Stemlen, à moins que son avenir ne soit déjà joué. J'espère, pour le suivant, Éric Stemlen, que je connais bien aussi, qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il n'est pas déjà viré alors qu'il ne le sait pas. On l'attendait en septembre, il a finalement fait sa grande rentrée sur TF1 en janvier avec 1 contre 100 et Langue de VIP. L'audience est au rendez-vous, la presse people aussi. Benjamin Castaldi, bonjour. Bonjour. On l'évoquait en septembre dernier, c'est pas facile de se faire une place sur TF1. Là, maintenant, vous avez votre jeu, 1 contre 100, ça marche bien. Donc, vous êtes rassurés, c'est une rente à vie quand ça marche sur TF1, les jeux. Je sais pas si c'est une rente à vie, mais ça marche même très bien même. C'est un format de 40 minutes. Vous avez un jour d'enregistrement par semaine. Comment ça se passe, ces émissions ? On tourne 5 émissions par jour. En fait, on tourne une semaine en une journée. Et on tourne 2-3 fois dans la semaine. On parle de 10 000 € par émission. Est-ce que vous êtes à ce barème ? Je suis pas au courant. Non. Bon.
Un jeu, mais aussi une émission sur TF1, Langue de VIP. Premier numéro le 22 décembre dernier. Le prochain, c'est lundi prochain, précisément. Est-ce que vous allez continuer à accueillir vos VIP de la même manière que vous l'avez fait avec Loana et Laurent Ornac, c'est-à-dire bien chargé quand même? C'est un peu le principe. Les gens qu'on invite dans l'émission, soit aussi, oui, ils sont un peu chargés, oui, évidemment. Oh, c'est des réponses un peu courtes, hein. Oui, vous savez, c'est le froid. J'ai décidé. Oui, il fait super froid sur le plateau et 2007, c'est l'année de la concision. Et de la sobriété, Voilà. là. Ouais, enfin, pas à ce point, quand même. Sur cette émission, Langue de VIP, il y a eu quelques échos dans la presse selon lesquels, lorsqu'il s'agissait de personnalités de TF1, comme par exemple Laurent Ornac pour la première, vous avez eu tendance à couper, en fait, comme si, effectivement, les protégés de TF1 ne devaient pas être trop agressés. Sur Laurent Ornac, on a coupé essentiellement une remarque qui a été faite par Julien Lamurie, qui est très bon dans l'émission. Il a eu une remarque qui était en fait de la provocation. Plus qu'une remarque, c'était plutôt gratuit en lui disant que son téléfilm Camping Paradis c'était nul, qu'il n'aurait pas dû le faire et qu'il était mauvais dedans. D'abord, c'est totalement subjectif, donc comme c'est subjectif, avec la personne sur le plateau, on l'a coupé. C'est la seule fois où on a... voilà. Ça me paraît normal, vous invitez quelqu'un et vous dites qu'il est mauvais et que son téléfilm est à chier. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable et surtout, c'est un peu gratuit, voilà, c'est tout. Vous avez dit que dans Langue de VIP, il n'y aurait rien sur la vie privée, effectivement, des people. Mais qu'est-ce qu'il y a de sympa à regarder si on ne parle pas de la vie privée des people? On vous explique le phénomène people. On ne parle pas de la vie privée des people. Mais vous le faites pour les stars américaines. C'est-à-dire que Paris Hilton, par exemple... Paris Hilton n'a pas parlé de sa vie privée. C'est plus on facile. On a fait un sujet sur qu'est-ce qui pouvait pousser certaines starlettes à faire des vidéos plus ou moins pornographiques. Bon, dans le cas de Paris Hilton, a priori, la vidéo qui sort à une semaine de le début de Simple Life, c'est pas un hasard. C'est tout ce qu'on fait. Maintenant, si la vidéo on nous avait envoyée, on ne l'aurait pas diffusée. Étienne Moujotte parle d'augmenter la cadence de Langue de VIP. Vous avez une confirmation dans ce sens? C'est probable, oui. Oui, donc ce serait bimensuel? Je ne sais pas si ce serait bimensuel, ce serait régulièrement, peut-être une fois toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Vous êtes très présent vous-même dans les médias, vous connaissez bien les people puisque vous en êtes vous-même. Par exemple, Benjamin se marie, Benjamin part en vacances, Benjamin règle ses comptes, Benjamin se sépare. Pourquoi autant s'exposer, tout simplement? Dans ceux que vous avez énoncés, à part Benjamin se marie, il n'y en a aucun qui a été décidé par moi. Mais vous avez répondu à une interview et fait la couverture du magazine Voici pour le 1000e numéro. Bien sûr. Vous auriez pu dire non, là aussi, dans la mesure où vous dénoncez un système dont vous vous sentez victime vous-même. Si on lit très bien ce papier, et je pense que vous l'avez lu attentivement, j'ai clairement expliqué aux gens qui lisent Voici, et d'ailleurs pas qu'aux gens qui lisent Voici, puisque... ce papier au tribunal fait mouche. J'ai simplement expliqué que quand on est dans Voici, on n'est pas content d'y être et qu'il y a des photos et des sujets qui font très mal et très mal aux proches, à l'entourage, à des enfants. Voilà. J'ai voulu le faire pour, une bonne fois pour toutes, régler, non pas mes comptes, j'ai rien à régler, pour sceller le passé, comme on dit. Maintenant, je continuerai certainement, et ça a été le cas, à être dans Voici. Très bien, je ferai des procès, seulement aujourd'hui, je ne me mettrai plus jamais en avant, personnellement, en dehors que pour vendre mes émissions. C'était une grosse connerie de ma part, et je ne le ferai plus jamais. Vous avez présenté avec Flavie Flamand les 40 couples stars. Est-ce que vous aviez d'autres projets en commun? Il n'y avait aucun autre projet en commun, mais si ça se présentait, on est entre personnes intelligentes, évidemment, avec des gens qui dirigent une chaîne et qui sont intelligents. Si ça devait être nécessaire pour l'émission, je pense que, étant 2 employés de TF1, on le ferait. Il y a un autre partenaire avec lequel vous formez un couple télé le 3 février prochain. Il s'agit de Jean-Pierre Foucault. Vous allez animer un prime qui s'appelle Les stars se dépassent pour Ella. Et c'est une soirée donc en faveur de la leucodystrophie. C'est l'occasion pour les people de se montrer sous un autre jour. Écoutez, d'abord c'est une émission que j'ai adoré faire. D'abord, avec Jean-Pierre, ça a été absolument génial de bosser avec lui et je pense que le duo fonctionne plutôt pas mal. Et c'est vrai que d'avoir des artistes qui prennent le temps de se préparer pendant 3, 4, 5, 6, pour certains 7, 8, 9 semaines, c'est rare. Donc c'est important de le souligner. Il n'y a pas que des artistes, Benjamin. Claire Chazal est un peu une artiste, elle monte sur scène très prochainement. On l'a beaucoup vu d'ailleurs dans la presse. Mais ce qu'elle a fait, c'est magnifique. Je veux dire, moi je lui dis dans l'émission que je ne verrai plus jamais le journal de la même façon. C'est évident. Autre domaine dans lequel vous avez débuté, en tout cas en force à la télévision, c'est la télé-réalité. Il y a un projet de nouvelle émission de télé-réalité qui aujourd'hui se promène entre TF1 et M6. Est-ce que si on vous le proposait, vous
remettriez le couvert? Non, moi je pense que j'ai eu la chance d'être le premier à en faire et d'avoir connu un immense succès et triomphe et qu'aujourd'hui ça m'intéresse moins, mais si on me le propose, je réfléchirai. Alors pour l'instant, ni TF1 ni M6 n'ont annoncé de nouvelles émissions, mais ils étudient la question. Nous avons cherché à savoir ce qui pourrait bien arriver en France prochainement. Damien Cabrespine. On la disait morte et enterrée. Yo, le gros French! Depuis quelques semaines, la télé-réalité refait parler d'elle. Le scandale de la télé-réalité prend de l'ampleur en Angleterre. Des propos racistes tenus dans le loft anglais et les audiences de l'émission grimpent en flèche. Au bout de 8 saisons, Big Brother peut toujours créer l'événement. Je crois qu'on y revient toujours parce qu'il y a une exigence du spectateur, un besoin du spectateur qu'on parle quand même de sa vie. En France, après la ferme ou le régiment, la nouvelle télé d'enfermement qui pourrait débarquer sur TF1 se déroule tout simplement dans un bunker. 9 candidats qui s'entre-déchirent aux États-Unis, en Espagne, partout le même succès. Conspiration ou petits arrangements entre amis pour remporter le gros lot. Tous les coups bas seront autorisés. À l'étranger, on montre toutes les manigances et on accepte de montrer un spectacle qui n'est pas forcément le plus beau spectacle humain, mais en tout cas qui est un combat. Si se ponen de acuerdo, uno de ellos podrá ganar 1 million d'euros. Si no hay unanimidad, nadie se lleva nada. Et il y a une volonté de revenir un peu à ses racines de jeux psychologiques dans la télé-réalité. La grande tendance qui cartonne partout dans le monde, la recherche de talent. This could be mine. Si votre rêve c'est au choix de devenir avocat, chef d'entreprise, chanteur country ou pom-pom girl, pas de panique, la télé vous aidera dans votre dur apprentissage. Aux États-Unis, American Idol, équivalent US de notre nouvelle star, vient tout juste de reprendre. Mais il devra faire face cette année à un concept similaire lancé le 7 janvier dernier par la chaîne NBC. Are you the one that I want? Un casting géant pour trouver qui remplacera John Travolta et Olivia Newton-John dans la prochaine comédie musicale événement de Broadway. Next. Il faut que d'une façon ou d'une autre, les candidats justifient leur notoriété. I want to be a superhero. Il faut qu'ils aient un talent. Il faut qu'ils aient quelque chose à vendre. Autre ingrédient miracle pour renouveler le genre, la présence de célébrités. Aux 4 coins du monde, les people font les beaux jours des chaînes de télé en se trémoussant sur tous les plateaux. Seule la France n'a pas adhéré au petit pas de danse des people. Des semi-has-been mis en difficulté la semaine dernière, Latoya Jackson et Eric Chips Estrada ont ainsi débuté une seconde carrière en endossant un nouveau costume, celui de policier. Les célébrités vont danser, vont faire de la performance. I've always wanted to be a police officer. Et les anonymes qui vont donner de l'émotion, raconter leur vie, etc., faire des conflits d'anonymes. Des anonymes qui pourraient par exemple faire le tour du monde avec The Amazing Race, un programme américain actuellement convoité par TF1 et qui ferait passer Pékin Express pour une simple promenade de santé. Very scary. Des anonymes d'accord, mais si possible avec une vie remplie d'accidents de parcours et de pathos. No puedes ser una persona normal en la cárcel. Esto es parte del infierno. Aux Pays-Bas et en Espagne, la télé s'est attribuée une nouvelle mission, réinsérer de jeunes délinquants ou prisonniers par les vertus de la chorale. C'est le pouvoir magique de la télévision qui laisse entendre que si on voulait s'y mettre, eh bien, ce serait très simple, il suffirait d'un geste pour tout changer. Il y a un côté totalement populiste, évidemment, dans cette télévision. Le programme suédois Gay Army a enthousiasmé les responsables de chaînes et producteurs hexagonaux, mais la France a ses limites. Trop trash, le programme restera dans les tiroirs. Effectivement, ça va faire de la presse, mais sur la durée, le public ne suit pas forcément. No. Le buzz du moment, The Beauty and the Geek. He's a virgin. Un bachelor new look avec une belle plante un peu idiote et un boutonneux passionné d'informatique. Super love. Aujourd'hui, c'est quand même des émissions qui jouent sur les pulsions les plus fortes des ados. Des pulsions régressives, transgressives. 4 autres filles m'attendent alors. Suivante. Donc il faut trouver une limite entre les pulsions sadiques un peu de l'enfant, de l'ado, et ce que les parents peuvent accepter. L'année dernière, Endemol renégociait son contrat d'exclusivité avec TF1. Désormais, le géant de la télé-réalité peut proposer librement ses projets à toutes les chaînes du PAF, M6 en tête. Alors qui osera le retour du loft qu'on annonce cette fois-ci avec des cloisons transparentes? Réponse dans quelques mois. Une réaction à ce sujet, Benjamin? Ça me fait rire, il y a des tas de trucs qui sont formidables, d'autres un peu moins, voire épouvantables, mais il y a 2-3 idées bonnes, moi je trouve.
selon vous, la télé-réalité a encore de beaux jours en France. Mais la télé-réalité, elle a de beaux jours non seulement en France, mais dans le monde entier. La télé-réalité, comme toute émission de télévision, fera des cycles. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2007, Benjamin ? La sérénité. Alors ça y est, vous y êtes ? Je crois. J'ai l'impression. Ouais. Merci beaucoup d'être Merci venu sur le plateau de Plus Clair. Voilà, c'est la fin de l'émission. La télé, la radio et les journaux, les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h40 en clair. Dans un instant, l'hebdo-cinéma de Daphné Rollier. Salut et très bon week-end. Comment Hannibal Lecter est-il devenu l'un des plus terrifiants criminels ? Qu'a fait Molière de ses 20 ans ? L'hebdo prend un coup de jeune cette semaine avec Gaspard Ulliel et Romain Duris. À tout de suite.